Bon, qui est-ce qui gagne ça à soir? La loterie? Ah, Qu'est-ce qui... c'est de l'avalanche. Qu'est-ce qui gagne ça? Qu'est-ce qui gagne... Non, mais on devrait faire des prédictions sur des affaires comme ça. OK, bah. Comme des prédictions pures. Les Ducks. Les Ducks. Ducks. Est-ce qu'il va y avoir... non, de mémoire, l'an passé, c'est resté pas mal identique, hein, l'ordre inversé Toi, du t'arrives avec classement. tes questions, là, comme ça. De mémoire... Ça bouge toujours un peu. Chicago, de mémoire, avait les troisièmes... était l'équipe avec le troisième plus de chances de remporter la loterie. Et puis, ils ont coiffé qui? Ils ont coiffé les deux autres équipes. Deux équipes qui étaient... Hein? Ah, ça, c'est pas drôle. Pour Connor Bedard, oui, ça me revient. Là. Ils ont été récompensés. Ouais, voilà. Ouais, dont les Ducks. Ils ont coiffé les Ducks. Et... T'as comme plus d'accent. Les Ducks. Les Ducks. T'as un peu. Puis les Blue Jackets. Les Blue Jackets. Les Blue Jackets. C'est vrai, ouais, qui avait terminé au dernier rang. Ça me revient, là. Fait que... Parce que donc, est-ce que les Sharks cette année, vont tu être... vois, là, c'est les Ducks qui ont... sont au troisième rang. Donc, ils ont 11,5 % de chance de remporter la loterie. Les Sharks. C'est les Sharks. Les Sharks. Les Sharks. 25,5 % de conserver leur dernier rang. Et le Canadien, dans tout ça, 8,5 % d'être premier. C'est bon. 8,6 d'être deuxième. Ouais, c'est ça. Donc, 17,1 d'avancer. D'avoir un des deux premiers. Ce qui est quand même très bon. Ce qui est très, très bon. Mais presque une chance sur deux de reculer. Plus de chances de reculer. 58 %. Ça, c'est pas bon. Ça. Soit 6e ou 7e. C'est pas bon. En voulez-vous des chiffres? En voulez-vous? Non, ça c'est je suis pas... c'est un sujet qu'on frôle à l'occasion. Pas un énorme fan du broadcast de TVA Sport, puis pas un énorme fan des analystes qui sont là. Mais hier, Michel Bergeron, légende, c'est une légende. On va lui... soyons respectueux. A dit un truc que j'ai trouvé important et que je voulais répéter ici. Il a dit, oubliez pas que quand ils vont Est-ce que c'est une première en 320 épisodes? Que je dis du bien. Que tu cites Michel Bergeron. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Il a dit, oubliez pas que... On le salue en passant. Oui, que moi, je le connais pas du tout, mais j'en ai entendu parler quand bien. Les confrères qui l'ont côtoyé, apparemment que c'est un chic type. Je le connais pas beaucoup, moi non plus. D'accord. Il a dit, oubliez pas que quand vous allez voir les directeurs gérants là, tenir leur panneau, là, ou je ne sais pas trop, là, ça, c'est des perdants. C'est quand ils sont là avec leur panneau, là, c'est des perdants. Oubliez pas, c'est une bonne... J'ai trouvé que... C'est bien de le rappeler. Dans l'enthousiasme, puis dans la bonhomie, c'est une loterie, ouais, mais c'est une loterie pour des perdants. Non, ce sont de fins stratèges qui ont tout planifié ça. Voilà, qui sont en train de bâtir une dynastie. Ils sont des bâtisseurs. des grands bâtisseurs. Ouais. OK. Non, mais ça va, j'ai hâte. Mais si ça passe pas... J'ai hâte. Je suis comme, c'est la loterie ce soir. Déjà, j'étais mais en même temps, si ça passe pas par là, ça passe par où, tu sais? Parce que les exemples, les contre-exemples de ça sont pas nombreux. Il y a les Bruins. On a parlé souvent, là, mais sinon, ça tourne pas mal toujours autour de la même façon de faire. C'est que, oui, la même façon de faire, c'est il faut que tu repêches d'excellents joueurs, que tu les développes et que tu construises une équipe avec ces joueurs-là. Il y a les Stars mais aussi. Ça veut pas dire que tu es obligé de repêcher dans le top 3 pendant 10 ans. Là. Non, tout à fait. Il y a les Stars aussi, c'est un bon exemple parce qu'ils avaient leur lot de vedettes tranquillement sur le déclin et puis ils ont été capables de renouveler ça avec des repêchages pas toujours si avantageux que ça. Là. Mais il faut que tu sois bon. Tout ça est la conséquence d'un syndicat faible du côté des joueurs, d'une association des joueurs qui est très faible, qui a subi la pire défaite de l'histoire des relations de travail dans le sport professionnel nord-américain en 2004. 2005. C'est le plafond salarial? Et c'est ça. Les patrons, les propriétaires ont été capables d'écrire la convention collective qu'ils voulaient, qui les protégeait mur à mur de toute dépense superflue. Ouais. Et il n'y a aucune autre façon d'acquérir du talent dans la Ligue nationale qu'en repêchant. Et toutes les règles sont faites. Ben oui, il y a le marché de l'autonomie, mais les règles sont faites aussi pour favoriser les équipes qui ont déjà un joueur talentueux. On permet de lui offrir un contrat plus long quand c'est un joueur qui t'appartient déjà.
Donc, il y a très peu de joueurs qui se rendent sur le marché de l'autonomie dans les faits. C'est pas un marché volatile comme on voit au basket, au baseball majeur. Alors, c'est un carcan, c'est une logique économique qui est faite pour protéger les propriétaires, puis il n'y a aucune autre façon de bâtir une équipe pérenne ou très peu de chance. Il faut que tu aies des super recruteurs, que tu sois super chanceux au repêchage. Il faut être meilleur que les autres au repêchage. Oui, puis ça, c'est une constante parce qu'il fut un temps où les Rangers dépensaient à tout vent, puis ça se traduisait pas par des succès. C'est pas nécessairement... Je comprends ce que tu veux dire. Ça enlève une option ou ça réduit les options pour amasser du talent. Mais est-ce que c'est la seule... je suis pas sûr que c'est la seule raison, ou enfin que c'est une raison... c'est ça, je vous ai par le passé... je pense que les Rangers, c'est le meilleur exemple. Là, avant le plafond salarial. Là, oui, ils s'achetaient des vedettes constamment, mais ça n'a jamais fonctionné. Du talent, là, ça n'a presque jamais fonctionné, disons. Ouais, c'est ça. Puis c'est un frein aux transactions. C'est sûr. Les méga transactions, les directeurs généraux audacieux, là, faut que ça devient un exercice de comptabilité incroyable. Mais, ouais, puis en même temps, bien repêcher, c'est pas une garantie non plus. Quand on prend les Ducks, justement, je parle beaucoup des Ducks, mais qui ont quand même toute une feuille de route là, en matière de repêchage, sont parmi les meilleurs de la Ligue nationale tout le temps, particulièrement en défense. C'est fou le nombre de défenseurs qui sont rendus un peu partout dans la Ligue nationale qui proviennent de cette organisation-là, puis il y en a encore plusieurs dans leur rang actuellement, donc ils repêchent bien, ce qui leur a permis de se maintenir à flot parmi les très bonnes équipes de la Ligue nationale longtemps, mais ils en sont où ils sont aujourd'hui quand même, puis c'était le cas l'année dernière aussi, puis bon, ça risque d'être quelques années de misère pour eux, donc c'est pas, même avec un bon groupe de recruteurs et des bons choix judicieux, c'est même pas une garantie. Non, mais c'est une étape importante. Oui. Alors, qui gagne ça ce soir? Non, je ne vous ai pas demandé on n'a pas fait de prédiction. J'ai dit les Ducks, mais je vais la souhaiter aux Sharks parce que ça a été c'est si pénible. Martin, nomme une équipe. Non. Juste une. Martin, on est là pour avoir du fun. Là. Ben ouais, mais écoute, c'est celui qui sera chanceux. Ouais. Bon. Celui dont la boule sortira en deuxième. Non, comment ça marche déjà? Non, c'est celui dont la combinaison de chiffres sera celle qui permet de gagner. Mais cela dit, il y a énormément de gens qui prennent des billets de loterie qui ont une chance sur 13 points quelques millions de gagner. À 8,5 ou à 8 des chances. Ou à 17 d'être dans les deux premiers. C'est quand même... C'est comme 1 sur 6. C'est quand même bon, là. Pas super. Non, puis, enfin, si le Canadien devait gagner, ça nous ferait un bon épisode vendredi. Enfin. Oui. Enfin. OK, aujourd'hui, on passe en deuxième. La mort, les impôts et les éliminations hâtives à Toronto. Je te l'ai volé intégral. Parfait. Et pourquoi pas Gardiner McDougall? C'est tellement hockey, épisode 320. Alors, Jacques-Alexis vient de me souffler à l'oreille que lui a travaillé avec Michel Bergeron et que c'est une soie et tout un monsieur. Alors, on le salue, puis on le... Voilà. Chapeau bas. Chapeau. Mais merci, Jack. Votre journaliste affecté aux affaires du hockey est ici. Oui. Il s'appelle Alexandre Gascon. L'un des, en tout cas. L'un des. Salut, Alex. Bonjour. Et votre chroniqueur principal au service des sports est ici. Bonjour, messieurs. Il s'appelle Martin Leclerc. Bonjour, messieurs. Salut, Martin. Oui. Je m'appelle Alexandre Coupal. Coupe Stanley 2024. Choc des titans. Rira bien qui rira le dernier. Qui ira jusqu'au bout du sacrifice. Volonté ultime 2024. Adversité. Douleur. Barbe. Coupe Stanley 2024. J'adore ce thème. Moi aussi, j'aime ça. Ouais. C'est un de tes bons. J'ai rien fait, c'est Jack. Moi, j'ai. Non, mais dans l'histoire, tu fais la voix quand même. Je dis des mots. Oui. Je dis des mots. Oui, mais c'est la façon de le dire. Tu pourrais faire la narration de films dramatiques. Ben, c'est mon rêve. De la pub, là. Vous savez, c'est mon rêve de faire des bandes. Cet été, Alexandre Gascon, Martin Leclerc dans Chroniqueur en vacances.
Bon, un petit mot sur le... On commence avec le deuxième tour. Évidemment, il sera question des Leafs à un moment donné. Mais ils ne sont pas au deuxième tour. Non, je sais, mais c'est parce qu'on a eu cette conversation-là avant que tu arrives, Martin. On a fait, comme je dis, le wash-out mardi dernier, mais on va le revisiter un peu, surtout que tu as chroniqué là-dessus. Puis j'étais surpris. Je pensais, quand on s'est quitté mardi, je pensais que... Enfin, je pensais qu'on consensuellement, on se disait qu'il fallait que les choses changent. Dans ta chronique, tu sembles prôner une certaine patience, mais on y reviendra. Restez là, au retour. Alors, on fait ça dans l'ordre. Je veux vous entendre un peu. D'abord, Caroline, New York, c'est déjà commencé. Oui. Puis, ça a été éloquent, la victoire des Rangers. Puis, ça risque de pas être aussi simple. Hein? Non, comme calmons-nous, là. Ça devrait être une longue série. Ça devrait, faudrait. Mais... le premier match a été quand même bizarrement à sens unique. Ben, je dirais pas à sens unique. Quand même, là, les Hurricanes ont pas lâché, sont revenus dans la rencontre, mais les Rangers ont vraiment une très, très bonne équipe. Présentement, un peu au-dessus de la mêlée. Les Hurricanes, leur grand problème dans toutes ces années de domination qu'ils ont eu en saison régulière, leur grand problème a souvent été l'attaque. Donc, ça ne marquait pas assez de buts. Ça reste, pour moi, toujours un petit point d'interrogation, malgré les ajouts qu'ils ont faits à la date limite des échanges. Kuznetsov, qui a été rétrogradé quand même dans les séries jusqu'à date. Là. Mais Jake Gensel, tout ça, alors, il y a de la plus-value là, mais... Ils ont de la profondeur. Ils ont de la profondeur. Puis c'est vraiment 4 trios qui peuvent vous avoir à l'usure, mais on pourrait dire à la limite la même chose des Rangers aussi. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de rivaliser avec la force de frappe brute de New York? À voir, mais moi, je m'attendais à une très, 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 très longue série. Là. Deux équipes prolifiques en attaque, solides défensivement. Il y a des grosses chances que ça se joue devant le filet. Puis les Hurricanes se sont fait surprendre dans le premier match. C'est la meilleure unité de désavantage numérique dans la Ligue nationale. Ouais. Ils se font marquer 2 buts en première période. Combien de fois ça leur est arrivé cette saison de se faire marquer 2 buts en première période d'un match? Je pense pas que ça arrivé souvent. Alors, ils se sont fait surprendre, puis ça a changé l'allure de la rencontre. Puis là, ils sont tombés en mode rattrapage. Mais moi, je m'attends à ce que ça se joue devant le filet. Frédéric Anderson, moi j'aime beaucoup Frédéric Anderson comme gardien. Shesterkin de l'autre côté est théoriquement meilleur, mais sur une série donnée. C'est ça, sur une courte série. Alors, ça va être une série très intéressante. Là. Les Rangers, leur premier tour éliminatoire, il n'y avait pas grand-chose pour écrire à sa match. Je ne sais même pas si on a glissé un mot. On n'a pas parlé. Dans notre balado. On a fait parler des Caps à la fin. Ouais. Alors, non, c'est ça. Ça va être une très, très bonne série. Tu fais allusion aux désavantages numériques, enfin aux unités spéciales. Alex me montrait, avant qu'on enregistre, un tableau particulièrement éloquent. Je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais c'est 100%. Toutes les équipes qui ont gagné en première ronde ont gagné la bataille des unités spéciales lorsqu'on additionne... là. On dit toujours qu'il faut être au-dessus de 100. Est-ce que ça a changé? On disait ça quand j'étais jeune, mais... Non, c'est encore là. C'est encore bon. C'est une bonne mesure. Non, mais je veux dire, on est peut-être rendu à 110. Vu que les choses évoluent. Mais ce sont des vases communicants. Si les avantages numériques sont plus performants, ton désavantage est supposé être moins performant. Fait qu'il faut que tu arrives à 100. Exact. Quand même. Mais c'est étonnant, oui et non. Je l'avais un peu... subodoré, sans l'avoir vérifié moi-même avant de tomber sur ce graphique, mais je trouvais effectivement que dans les séries sur lesquelles j'avais porté un petit peu plus d'attention, il me semblait que les unités spéciales étaient, sinon le grand facteur, l'un des certainement. Ça a été le cas à fond dans la série Boston-Toronto, là, mais c'est quand même étonnant de voir que au premier tour des séries, les 8 équipes qui ont gagné la bataille des unités spéciales ont franchi le premier tour, ont battu leur adversaire. Donc ça, juste pour être précis, pour que les gens comprennent bien, quand on dit gagner la bataille des unités spéciales, c'est en additionnant le pourcentage d'efficacité en avantage numérique avec celui en désavantage numérique. Ça vous donne un chiffre. Si vous êtes au-dessus de 100, c'est bon. C'est bon, surtout que dans une série, comme Martin le dit, vous jouez toujours contre la même équipe, donc c'est un vase communicant. Si vous êtes à 105, l'autre va être à 95. C'est automatique. Alors,
On a ça partout. Les Oilers sont dans une autre catégorie, là, avec 45% d'efficacité en avantage numérique et 100% des avantages. C'est fou, les Kings ont été... les Kings blanchis en avantage numérique et à peine mieux que 1 sur 2 en désavantage. Ça a été une catastrophe. Ils sont fait battre à plat de couture aussi. Là. Le Lightning de Tampa Bay, qui avait un des meilleurs avantages numériques de l'histoire de la Ligue nationale en fin de saison. Puis leurs lacunes défensives sont venues les chercher, là, 77% seulement d'efficacité. Les Leafs avaient 5% d'avantage. Ils ont marqué un but, un en 21. Et ils avaient un des meilleurs avantages numériques de la Ligue à la date, au 8 mars, là, date limite des échanges. Ils étaient 2e ou 3e. Je dis ça de mémoire, mais vraiment dans la fine élite de la Ligue. Ils ont très, très mal terminé. Ça a été pénible tout du long, le dernier mois et demi. Puis ça s'est poursuivi. Les débats se sont poursuivis contre les Bruins. Ils n'ont jamais été capables de s'en remettre. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'on met souvent l'accent, à raison, je pense, sur la qualité du jeu à 5 contre 5 puis l'importance, même en série. Ou il est supposé y avoir moins de situations d'unité spéciale. En fait, c'est sûr qu'il y en a tant que ça, moins. Notre collègue Kevin, j'ai écrit là-dessus récemment, mais notre collègue Kevin Breton m'a envoyé une analyse qui avait été faite par le site athlétique. Au premier tour éliminatoire, il y a plus de pénalités par match qu'en saison. Qu'en saison régulière. Ça m'étonne pas. Sauf que les chiffres sont faussés un peu parce que dans les 3 premiers matchs de série, il y a plus de pénalités. Puis après ça, plus les matchs deviennent importants, moins les officiels ont des liames dans le bras. Et c'est pour ça, je pense que cette équation-là, sur les unités spéciales, l'importance de ça va s'atténuer au fil des séries parce que plus on avance dans les séries, c'est le même phénomène, là, plus les pénalités doivent être absolument c'est intéressant. Mais il y a beaucoup de, je trouve, en série, il y a beaucoup de sanctions pour rééquilibrer. Oui. C'est ça, mais c'est important. Plus que durant la saison. Ouais. Puis ça vient complètement fausser les données. En voulant ne pas avoir d'impact sur le match le plus possible, en se disant on va pas se mettre à décerner des punitions à gauche puis à droite, puis on va laisser les joueurs décider ça entre eux, ben t'as un impact. Tu finis par décider. Oui, c'est ça, tu décides quand même, mais il y a encore plus de tentatives de corriger un coup qui n'aurait pas été sanctionné puis qui aurait dû l'avoir, ou une équipe qui est en avance. On va avoir pas mal plus tendance. Ça, j'ai pas les données tangibles, mais j'ai l'impression qu'on a pas mal plus tendance à donner aussi un avantage numérique à l'équipe qui est en retard, peut-être, se disant c'est moins grave, par 2 buts, tu sais. Mais bon, ça devrait pas être le cas. Mais j'étais impressionné vraiment de ce graphique-là. Non, c'est ça, c'est 100%. À la faveur de ceux qui ont gagné. Mais ce serait intéressant. À refaire après le 2e tour. Oui, absolument. Puis de suivre aussi l'évolution du nombre de pénalités qui sont données. Parce que c'est ça. On partait toujours avec l'impression qu'il y a moins de pénalités qui sont données en série. Ça dépend d'où est-ce qu'on est dans ces séries-là, visiblement. Ouais. Et souvenez-vous le parcours éliminatoire du Canadien en 2021. Le long parcours, le Canadien avait un des meilleurs taux de réussite de l'histoire en séries éliminatoires en désavantage numérique. Alors, ça avait nettement compensé pour un avantage numérique qui était assez ordinaire, mais quand même, si tu réussis à éliminer ces buts-là de l'adversaire dans les unités spéciales, là, ça devient une guerre d'attrition à 5 contre 5. Mm-hmm. C'est là qu'il faut que tu sois bon. Ça peut être déterminant. Bon, Rangers, Caroline, on y reviendra éventuellement. Boston, Floride, il n'y a pas grand monde qui donne cher. Mais ça, c'est un classique. Ne pas donner cher de la peau du Bruins, de l'ours. C'est un classique, ça? Ben, depuis 2-3 ans. Là, on fait ça tout le temps, là, avant que la saison commence, avant que les séries commencent. Mais dans ce cas-ci, c'est particulièrement tentant. Là, les Panthers ont été vraiment impressionnant en première ronde. Oui, et ce qui s'est passé hier était un classique aussi. Là. On s'attend toujours à ce que l'équipe qui sort d'une série, d'un 7e match, soit éreintée. Qui se lance tout de suite dans la série suivante alors que l'autre équipe se reposait. On s'attend toujours à ce que ce soit l'équipe reposée qui l'emporte. C'est souvent, la majorité du temps, c'est l'équipe qui sort de l'autre série, qui est encore en pleine intensité. Alors, la victoire de 5-1 des Bruins hier, il faut en prendre et en laisser. Là, je regardais les marqueurs
Brandon Carlo, joueur de soutien. Justin Brazeau, Mason Lowry en défense, Morgan Geekie. Donc, dans combien d'autres matchs les Bruins vont voir ces gars-là marquer des buts? Ouais. Dans des matchs serrés, les Bruins sont pas mal dépendants de Pastrnak et Marchand, un petit peu de Charlie Coyle et un petit peu d'autres joueurs, mais c'est assez restreint. Là. Ils ont une attaque qui est moins explosive que celle des Panthers de la Floride. Puis hier, il faut le dire, là, Bobrovski a été ordinaire et Swayman a été très, très bon. Alors, je pense que cette série-là sera longue. Là. Je pense pas que le premier match a été un bon indicateur de ce que cette série-là va être. Pavel Zacha est toujours en quête de son premier but en carrière en séries éliminatoires. En carrière? Oui, il n'a jamais marqué en série en 20 matchs. Hey. Quand même, ça en dit long. Puis le manque de profondeur des Bruins a bien failli les tuer à la ronde précédente. Il ne se marquait plus de buts dans cette série-là. C'est vraiment... on en parlait, les unités spéciales. Il y a 2 raisons. Unité spéciale, gardien. C'est ça. C'est la raison pour laquelle les Bruins sont passés. Swayman est vraiment exceptionnel. Mais moi aussi, là, j'avais choisi les Panthers assez facilement. Je pense que j'avais mis en 5, sinon en 6. C'est toujours possible. Mais bon, mais oui, je pense que la Floride, la profondeur de la Floride devrait prévaloir. Mais tu sais, Pastrnak, magnifique but pour éliminer Toronto, mais il avait été invisible. Là. Même s'il avait amassé quelques points, il n'a vraiment pas connu des bonnes séries jusqu'à présent. Marchand a connu 2 très grands matchs à Toronto pour les matchs 3 et 4, mais après, ça a été plus tranquille aussi. Ouais. Donc... ça va prendre les acteurs de soutien, mais Justin Brazeau, Justin Brazeau, c'est quand même tout un joueur de hockey, honnêtement. Je suis curieux de voir quel plafond il va atteindre. Là. Il vient, à 26 ans, il vient de s'établir dans la Ligue nationale. Il a tout un parcours. Puis ces gars-là, des fois, qui passent entre les mailles du filet, puis qui attendent longtemps, puis tu le dis souvent, Martin, sport à développement tardif et tout. Il a joué sa dernière année junior, il est retourné à son année de 20 ans, il a marqué 61 buts. C'est quand même un gars qui a des habiletés. Là. C'est un bon physique. C'est ça, il a un bon coup de patin pour un gars de 6 pieds 5, 220. C'est pas juste une espèce de gros matamor qui va jouer fort d'un coin. Puis, c'est un gars qui a vraiment des habiletés. Il a mangé son pain noir dans la ACHL un peu, mais toujours avec des bonnes statistiques. Puis même dans la Ligue américaine, les 2 dernières années, il se rapprochait d'1 point par match. A gradué étape par étape, puis va peut-être devenir... Ça semble être une belle trouvaille pour les Bruins. C'était pas un but de manchot hier. Là. Les Bruins... le but de Brazeau. J'aimerais être une fourmi pour traîner autour de leur équipe responsable du développement des joueurs pour voir ce qui... Bon, mais... Quelle est leur philosophie et comment ils l'appliquent? Parce que on disait tantôt qu'ils sont l'exception, là, qu'il faut couler absolument profondément au classement pour devenir performant, mais ils trouvent toujours le moyen de repérer quelque part un joueur qui a du potentiel ou de le relancer ou de faire quelque chose de bien avec lui. Tu sais, Lowry... Mason Lowry, c'est quand même... c'est impressionnant. Écoute, tu regardes ce gars-là aller et tu dis, OK, là, ils viennent d'en trouver un autre qui va jouer longtemps dans leur brigade défensive. Alors... C'est jamais des... Ils font quelque chose de bien. Ils font quelque chose que les autres organisations font pas. Sur papier, c'est ça. Sur papier, c'est jamais très impressionnant, mais... C'est ça. C'est des exemples comme ça. Il y en a plusieurs. Mais j'allais dire, moi, il n'y a pas, justement, dans les joueurs que vous nommez là, il n'y a pas comme plusieurs candidats au trophée Dustin Penner, notre fameux trophée Dustin Penner qu'on remettra. Ton chum Trent Frederic, là. Qu'on n'a même pas nommé, mais qui est assurément. On parle de profondeur, mais la clé est peut-être là aussi, là, chez ces joueurs-là qui ont certainement l'occasion là, de briller. Là. Ouais, c'est une possibilité, honnêtement. Puis si Boston veut aller loin, ça va prendre ça. Ouais. Enfin, là aussi, ça s'annonce différent de ce que le premier match nous a montré. Disons ça comme ça. OK, dans l'Ouest maintenant, les plus nationalistes fédéraux, j'entends, auraient peut-être préféré que je commence avec Edmonton-Vancouver. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une équipe canadienne dans le carré d'as. Oui. Ça, vous pouvez amener ça à la banque. La logique est respectée. 4 sur 16 au départ, 2 sur 8, 1 sur 4. Non, mais c'est un peu dommage. Mais enfin, j'aurais préféré qu'il y ait 2 équipes canadiennes dans le carré d'as. Mais c'est pas de même. Non, c'est pas de même. Ce sera pas comme ça, mon cher.
Fait que c'est ça. Moi, c'est ça mon observation. C'est la série qui te parle le plus? Je peux pas, écoute, j'en ai parlé souvent. Moi, l'Ouest, tu regardes pas ça? Ça m'intéresse pas. Pas vrai? Non, j'exagère, mais me sens pas de... C'est loin. Je me sens loin. Ah ouais. Dallas, Vegas, ça a été toute une série quand même. Mais j'en ai vu des bouts, là. Ouais. Je parle en termes de ce que ça génère là, comme intérêt, entre guillemets. T'sais, même les Oilers, qui vont peut-être être la prochaine équipe canadienne à remporter la Coupe cette année, je peux pas dire que que je buzz. Disons que le parcours des Oilers est pas pavé de roses, là, mais mais fais attention, moi. En est un beau. Pas trop tough. Moins pire. Mettons, si tu prends les Stars, là. Ouais. Les Stars, il fallait qu'ils sortent les Golden Knights en 7 matchs au premier tour. Les champions en titre de la Coupe Stanley. Puis là, oups, qu'est-ce qui arrive au deuxième tour? Ceux qui ont gagné l'année précédente, qui sont encore pas mal en forme. Ouais. Donc, juste pour te rendre au carré d'as, t'as Vegas, Colorado à traverser. Puis tant mieux, là. Ça ressemble à des parcours éliminatoires d'équipes de l'Est au cours des dernières années. Oui, non, exactement. Où on avait presque des finales de la Coupe Stanley au premier tour, des fois. C'est pas pour dénigrer ce que les Oilers pourraient faire. Puis, non, t'es en train de déjà leur enlever. Moi, j'aimerais ça qu'une équipe canadienne remporte la Coupe Stanley, là, parce que... Ça m'indiffère. Pas moi. Moi, j'aimerais ça que ça revienne ici. Peu importe qui, là. Mais... je pense que les Oilers ont la meilleure chance. Puis après ça, il faut que tu battes les équipes qui se présentent à toi. Là, c'est pas ta responsabilité. Tu sais, tout le monde a toujours critiqué le parcours de 93 du Canadien parce que les Pingouins étaient tombés contre les Highlanders, puis les Browns étaient tombés contre les Sabres. Enfin, ça a été... À part les Nordiques au début, ça a été des adversaires relativement faciles. Puis même, on pensait que les Leafs sont exacts contre les Kings. Mais ils n'étaient pas responsables de ça. Ils ne sont pas responsables de ça. Il faut que tu battes les équipes qui sont devant toi. Alors, ça enlève absolument rien à ton succès. Cette Coupe Stanley des Oilers qu'on est en train de... S'ils la gagnent, ça enlèvera absolument rien à leur succès. Je vais juste dire, imagine devoir traverser Vegas puis Colorado juste pour te rendre au carré d'as. Tu as la moitié de la job de fait. Ça se peut que ça entame un peu... ta résistance et comment dire, ton enthousiasme, ta force, un peu moins ton énergie. Exact. Alors, les Oilers, ce que je veux dire, c'est que les Oilers ont vraiment un coup. Ils sont bons, sont mieux équilibrés que jamais, je pense. Oui. C'est la meilleure version des Oilers qu'on a connue. En ce sens-là, ils ont réussi à se détacher un peu de Toronto dans leur façon de faire, là, en encadrant leur vedette un peu mieux, leur gros un peu mieux. Leurs deux gros. Leurs deux gros surtout, hein. Et ils ont une réelle chance là, de faire du dégât. Là. J'enlève rien à Vancouver, c'est une bonne équipe. Mais je pense que ça convient comme style de jeu. Ça devrait être plus offensif que ce qu'on a vu entre Canucks et Nashville, là, avec des matchs à 12 et 13 tirs au but. Là. C'était vraiment la façon de faire des prédateurs. On voulait pas ouvrir le jeu contre ces gars-là. Mais là, ça pourrait être plus offensif. Ça devrait être une série quand même assez intéressante. Mais à ce jeu-là, il n'y a personne qui peut rivaliser vraiment avec les Oilers. Peut-être l'Avalanche. Mais ça, on verra potentiellement. Mais alors, les Oilers ont vraiment leur coup à jouer. Là. C'est cette année il faudrait qu'ils réalisent un beau parcours parce que les lendemains pourraient moins chanter si c'était pas le cas. Surtout que les Canucks ne sont pas leur gardien numéro 1. Il ne faut pas l'oublier. En plus, exact. Ils ont terminé la série précédente avec leur 3e gardien. Qui est peut-être rendu leur 2e, là. Oui, mais c'est quand même OK. C'est beau. Il y a beaucoup d'histoires qui se sont écrites en séries éliminatoires, la Coupe Stanley, de gars qui arrivaient de nulle part et qui stoppaient toutes les rondelles. Mais là, ça va être une autre paire de manches de faire ça contre McDavid, Draisaitl, la machine Hyman qui reçoit les passes sur la palette de McDavid, puis Kane, puis ça arrête jamais. Et c'est le meilleur avantage numérique de notre époque, si on regarde là, sur plusieurs saisons. Alors, il va falloir que les Canucks soient disciplinés. Et tu regardes d'un point de vue statistique, les équipes, les deux équipes, les Canucks ont été très bons en attaque cette année. Ils ont été fiables défensivement et tout ça. Moi, j'ai été surpris de voir que les Canucks ont battu 4 fois les Oilers de cette saison, qui ont remporté tous les matchs. Ils ont commencé en les rinçant 2 fois en tout début d'année quand c'était la catastrophe. Quand c'était la débandade, c'est ça. Alors, mais dans une série de 7 matchs, moi, je vois pas comment les Canucks peuvent passer à travers les Oilers. Est-ce qu'on sait Thatcher? Qu'est-ce qui se passe avec... C'était de semaine en semaine. OK. Alors là, je peux pas dire que j'ai fouillé récemment pour avoir une mise à jour plus précise, mais il y a une semaine environ, là, peut-être un peu plus,
Rick Tocchet parlait d'une évaluation de semaine en semaine. On n'était plus au quotidien, là. C'était une évaluation hebdomadaire. Donc, théoriquement, ça regarde pas bien, du moins pour le début de la série. Puis, est-ce qu'on regarde encore Colorado de haut pour la deuxième ronde? Parce qu'on a fait ça. Est-ce qu'on a fait ça? Oui, un peu, oui. Il y a un élément, la suspicion qu'on peut avoir devant le filet là, pour l'Avalanche. Il vient de battre le meilleur gardien de la Ligue. Ouais, le meilleur gardien de la Ligue. En saison régulière. Il en arrache. Depuis qu'il a joué contre le Canadien. On parle de Connor Hellebuyck. Connor Hellebuyck en 2021. Connor Hellebuyck en 2021. Depuis qu'il a joué contre le Canadien, il est 2-12 en série. Incluant la série contre le Canadien. Là. Où il était 0. 0-4, puis après 1-4 et 1-4. Et à chaque fois, avec des statistiques, sa moyenne tourne autour de 4 buts accordés par match pendant ces 14 matchs-là. Taux d'efficacité très bas, là, bien en deçà de 900. Donc, ces 3 derniers parcours éliminatoires, Hellebuyck, disons qu'il n'a pas été très, très rassurant. Il faut dire que l'Avalanche, c'était... On n'a pas été capable de... Les Jets, la structure des Jets a fondu devant le dynamisme de l'attaque de l'Avalanche. Ils n'ont pas été capables de les contenir. Puis je ne vais pas mettre la faute sur Hellebuyck tant que ça. C'est ça. C'était comme affronter Mohamed Ali avec une main attachée dans le dos. Là. Les Jets recevaient beaucoup plus de coups qu'ils en donnaient. Puis c'était beau avoir une pieuvre devant le filet. Il ne peut pas résister à ça. Mais la question de base, c'était... est-ce que Georgiev avait été très mauvais dans le premier match, s'est repris correctement, n'a pas été... les Jets, pas les plus puissants non plus. Donc, les Stars, équipe super bien équilibrée, qui n'a pas vraiment de faille. Ça aussi, ça devrait être une longue série. Guerre d'attrition, là. J'ai de la misère à me prononcer sur celle-là. C'est ça. J'ai de la misère à me prononcer sur celle-là, mais Dallas a clairement un avantage de taille et c'est devant le filet. Là. Ça pourrait être Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est vraiment fait ça. OnlyFans. Le tweet, le book, le gram. Questions du public, réseaux sociaux. Questions du public, réseaux sociaux. Questions du public, réseaux sociaux. On a demandé à tous ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, et ce n'est pas les options qui manquent. J'imagine qu'on pouvait... Je sais pas. Je m'attendais à d'autres suggestions, mais ça revient pas mal toujours... et c'est normal, là, c'est correct, ça revient toujours pas mal à la même place. Mais on leur a demandé, après ce premier tour, qui voit son emploi être mis en danger? Devinez autour de quoi ça tourne. Sur Facebook, on a Danny qui dit le banc des livres au grand complet. Richard, comme d'habitude, les coachs des équipes perdantes. Raphaël, trop facile je réponds même pas. On devine que c'était les Leafs. Toujours sur Facebook, ça va brasser à Vegas. Ah oui, c'est intéressant ça. Non. Perdre 7. C'est Monique ça sur Avez-vous vu Mark Stone dans son allocution de départ? Non, il a dit... Il a dit quelque chose que je paraphrase comme non, mais je comprends pas comment ça se fait qu'on a perdu. On était 10 millions au-dessus il a dit ça? Au-dessus du plafond. Puis il a fini en disant I guess it was karma ou quelque chose comme ça. Là. Ah oui, OK. C'était à cause de notre lui, il lit le journal. Lui, il était comme au courant. Il y a un compte. Et il a embrassé le sarcasme à pleine bouche. Là. J'ai trouvé ça très drôle. Il n'y avait pas sa femme qui s'était fait photographier avec un partisan qui avait un chandail des Golden Knights avec le numéro de Mark Stone. Et c'est écrit, au lieu d'être écrit Stone, c'était écrit LTIR en arrière. Donc, liste des blessés à long terme. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce que c'était un des narratifs importants. Puis là, c'est ça. Là, maintenant qu'ils ont été éliminés, il y a plein de gens qui disent ça change rien, on voit bien que ça change rien, on voit bien que ça... Non, c'est pas ça. Qui gagnent, qui perdent, ça n'a pas rapport. Je pense qu'on voit aussi que Mark Stone n'était probablement pas au sommet de son art. OK, là. Non, mais je veux dire, ça n'a quand même pas rapport. Ça n'a pas rapport avec Stone, avec Vegas. Ça a rapport avec est-ce qu'il y a un plafond salarial ou il n'y en a pas? Ou est-ce qu'il sert seulement aux intérêts économiques, puis que l'aspect sportif, c'est de la poudre aux yeux? Ces équipes-là jouent avec les règles du jeu. Fait que si ça convient pas, là...
Ils changeront les règles à la prochaine négociation de convention collective. Non, mais c'est ça aussi, on peut bien en parler. Si vous n'êtes pas content. On peut bien en parler, puis on en a parlé autant comme autant, mais ça fait des années que ça se passe comme ça. Les Blackhawks de Chicago l'ont fait en 2015 avec Patrick Kane. Le Lightning l'a fait. Ça fait 2 ans que les Golden Knights le font. Puis quand on dit le font, là, on ne sait pas à quel point. Non, je pense pas qu'ils peuvent tricher vraiment. À ce point-là, surtout qu'apparemment que la Ligue est pas ça, beaucoup plus scrupuleuse maintenant dans son étude des dossiers médicaux. Alors, si ça pose vraiment un problème à ceux qui comptent là-dedans, c'est-à-dire les joueurs et les équipes, bien, on va le savoir à la prochaine négociation. Mais bon, si le passé est garant de l'avenir, ça risque de rester comme ça. Manon, sur Facebook, un balayage en 7 jours pour la direction de Toronto et un grand ménage. On va y revenir. On aimerait bien un ménage complet à Toronto. Ça, c'est Kevin, toujours sur Facebook. Et sur YouTube, Keith, évidemment. Et suivi de Jim Hiller à Los Angeles. Los Angeles, est-ce qu'il va y avoir des changements? Ben, Jim Hiller était par intérêt. Moi, je pense que LA vont avoir des questions à se poser. Parce qu'on a visité un peu ce sujet-là la semaine passée, mais... Écoute, il y a des gens qui ont évoqué le possible rachat de contrat de Pierre-Luc Dubois. De Pierre-Luc Dubois. J'ai vu ça. Ce qui est ridicule. Mais ça arrivera pas. C'est ridicule, mais la pénalité est longue. Ben oui. Ben, mais ça sur 14 ans. Mais c'est pas beaucoup d'argent. 2038. Mais sais-tu pourquoi c'est pas beaucoup d'argent puis que ça devient intéressant? Je le sais. Mais oui, je sais. Ben oui, mais parce que Pierre-Luc a 25 ans. 25 ans. Et quand jusqu'à quand? J'y viens. Suivez-moi, les enfants. Long bouclé, là, ça serait parfait. Mais il est pas bien. Alors, Pierre-Luc a 25 ans. Et si tu rachètes le contrat d'un joueur qui n'a pas encore fêté son 26e anniversaire de naissance... De moins de 26 ans. Exactement. Donc, il n'a pas fêté son 26e anniversaire de naissance. C'est au tiers de la valeur du contrat. Donc, si tu lui dois 3 millions, t'en payes 1. À partir du moment où il a 26 ans, c'est aux 2 tiers. Donc, si tu lui dois 3 millions, tu en paies 2. Alors, dans le cas de Pierre-Luc, ça fait une très grosse différence parce que c'est quand même beaucoup d'argent sur une longue période de temps. Mais si d'aventure, les Kings se risquaient à le racheter maintenant, mais premièrement, ça irait jusqu'en 2038. Donc, c'est sûr que c'est quand même un petit boulet. Mais c'est un petit boulet à traîner. Mais c'est un tout petit boulet. C'est un petit boulet à traîner. C'est vraiment pas grand-chose. C'est 1 point quelques millions. Ben, ça dépend des, années. Au début, ça fluctue toujours un petit peu plus. Là. Je vais te dire ça. Tu vois, au début, ça serait 1,6, 1,5 la deuxième année, 2,5 la troisième, 3,7 la 4, 3,8. 2,8, puis après ça, les 8 dernières années, ou les 7 dernières années, seraient 1,1. Mais il y aurait un petit peu plus de pénalité au départ. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la période de rachat de contrat dans la Ligue nationale s'ouvre le 15 juin. OK, je pensais que ça s'ouvrait une fois que la Coupe Stanley était gagnée. Ça s'ouvre le 15 juin ou 2 jours après le dernier match de la Coupe Stanley. OK, c'est ça. Et cette année, la Coupe Stanley peut se gagner au plus tard le 24 juin. Et Pierre-Luc Dubois va avoir 26 ans le 24 juin. C'est écœurant. Donc, mettons qu'il aurait le goût de le racheter, mais que la Coupe se gagne le 24, ben ils pourront pas. Ben, ils pourraient, mais aux 2 tiers. Alors, il y a cette petite twist-là qui, honnêtement, est savoureuse, mais au-delà de la discussion, là... c'est une mauvaise idée. Peu importe. C'est sûr que ça fait une grosse différence là, que ce soit 1 tiers du contrat versus 2 tiers, mais au-delà de ça, tu peux pas jeter la serviette comme ça après 1 an. Là. Ça n'a pas de sens. Là. C'est ce que je pense aussi. Et t'attacher, même si c'est un petit boulet, jusque... Pendant 14 ans. Ça n'a comme pas d'allure. Non, ça serait extrêmement Marc étonnant. Bergevin ne fera jamais ça. Parce que ça va être lui le prochain DG. Ben là, Rob Blake semble pas mal avoir été confirmé dans ses fonctions pour l'année prochaine. Alors... C'est pas Elliot Friedman qui disait que Bergevin... Ils avaient amené Bergevin pour... Il y avait au départ l'idée un peu que le successeur, que le loup était dans la bergerie, là. Mais c'est pas clair de même. Moi, j'ai l'impression qu'à Los Angeles, on voit peut-être plus ça comme le même management, la même direction. Il me semble que si on fait table rase, s'interrogeait à savoir est-ce que Bergevin serait encore le successeur de Blake si Blake est congédié. C'est comme ça que c'est un peu... C'est peut-être plus aussi clair qu'avant. Il est peut-être plus aussi clairement le successeur qu'on le croyait à l'époque. Mais là, Blake va être de retour selon toute vraisemblance. Et il vient de lui donner ce contrat-là. D'après moi, ils vont tout faire pour faire en sorte que ça fonctionne. Là.
Et c'est ça, tu fais le jouer à l'aile. Je veux dire, c'est... L'enterrer sur un 3e ou un 4e trio au centre, visiblement, c'est pas une bonne idée. D'accord. Kopitar ne jouera pas pendant 10 ans non plus. Il y a ça aussi. Là. C'est ça. Il est rapide. Jack, il dégaine. Il est tanné. Il est tanné de nous entendre. Ah, silence. Il peut appuyer sur le bouton. Est-ce qu'on avait fini la question du public? Oui, ben je voulais... C'était une passerelle vers un petit mot sur les Leafs. Un petit mot sur les Leafs. On en a parlé beaucoup la semaine passée. Mais comme je disais tantôt... C'est le sujet de l'heure. Tout le monde va en entendre parler. C'est le sujet de l'heure. Tout le monde va en entendre parler. Tout le monde. Pourquoi on n'a pas commencé avec ça? Ben, parce que j'aime ça. Parce qu'Alex est tanné. C'est ça. Non, mais on s'éternisera pas. Mais t'écrivais, Martin, que ce serait pas une bonne idée, là. Moi, je vais le dire, là. Au-delà de l'aspect sportif, oui, ça, les 4 gros sont bons, puis oui, là, ils étaient bons en série. Ça peut lancer l'ambiance. Il faut juste qu'il se passe... Cette ambiance-là, il faut changer l'ambiance. C'est quoi, tu déménages l'équipe ailleurs? Et si c'est ça, c'est ça. Ouais. Hamilton. Mais je peux pas croire... Puis est-ce qu'un changement d'entraîneur serait suffisant pour changer l'ambiance? Je sais pas. Mais on peut pas recommencer l'an prochain, arriver au début des séries dans cette ambiance-là. Je peux pas imaginer ça. Vas-y, Marthe. Écoute, tu me poses une question d'ambiance. Je sais pas. Moi, je trouve que le problème, c'est la façon de jouer de cette équipe-là. C'est facile d'être assis dans son salon puis de dire échanger un des 4. Puis, c'est très facile. Mais tu parles de 4 des plus grands talents de la Ligue nationale. Là. Puis il y en a un, John Tavares, qui est sur la pente douce, là, il faut dire. Il est à l'automne de sa carrière. Il est encore performant, mais il lui reste une année de contrat à écouler. Là. Fait que est-ce que tu vas aller chercher mer et monde et rendre ton équipe meilleure en échangeant John Tavares ailleurs? Je pense pas. Puis là, il y a une trame narrative qui semble se développer à Toronto, que là, c'est Mitch Marner qui est responsable de tout. Mitch Marner, dans les 4 dernières saisons dans la Ligue nationale, c'est le 8e meilleur attaquant de la Ligue. Là. Il y a des directeurs généraux qui marcheraient la distance Québec-Montréal à genoux sur l'asphalte pour avoir un joueur comme ça. Et faut que tu y penses 2 secondes. Là, tu sais, des fois, dans les moments de frustration, le mieux est l'ennemi du bien. Et quand tu as des atouts comme ça qui sont extrêmement précieux, le talent offensif, c'est ce qui est le plus précieux dans la Ligue nationale, le plus rare. Faut que tu y penses 2 minutes. Je pense que Austin Matthews est intouchable. Tu regardes le salaire de William Nylander avec sa production offensive, il est bien payé. C'est un des gars qui performe le mieux en séries éliminatoires. Il était blessé cette année où il était incapable de jouer dans les premiers matchs de série. Ça fait mal aux Maple Leafs. Fait que de dire on va lancer un bâton de dynamite là-dedans, on ferme la porte, puis il arrivera ce qui arrivera, c'est complètement débile. Là. Cette organisation-là vit la meilleure période de sa longue histoire en saison régulière. Donc, c'est quelque chose de très positif. Là. Pendant 11 ans, ils ont été exclus des séries éliminatoires saison après saison. Là, ils participent aux séries une main dans le dos. 100 points, c'est acquis avant que la rondelle tombe au début de la saison parce qu'ils ont un potentiel offensif incroyable. Là, ce qu'il faut faire, c'est de regarder cette équipe-là et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette équipe-là joue un style de jeu qui va convenir quand on va arriver à la série éliminatoire puis qu'on va être capable de gagner des matchs 2-1. Puis ils l'ont démontré quand ils tiraient de l'arrière 1-3 contre les Bruins de Boston, qu'ils sont capables de jouer, que quand une équipe se met en tête d'être prudente, de minimiser les chances, qu'elle est capable de jouer des matchs comme ça serrés. Donc, mais il faut pas que ça soit... C'est pas un interrupteur que tu soulèves. Puis je donnais dans ma chronique l'exemple des Capitals de Washington qui ont été excellents offensivement pendant année après année, après année, après année, puis qui n'étaient pas capables de jouer défensivement en série, qui finissaient toujours par se faire exclure au 2e tour. Mais quand Barry Trotz est arrivé, il a donné une colonne vertébrale à cette équipe-là. Il a changé la façon de jouer. Les Capitals sont devenus une des équipes dominantes défensivement dans la Ligue nationale. Ça leur a pris quand même 4 ans avant de la gagner, mais ils avaient dans le coffre à outils l'élément nécessaire pour gagner la Coupe. Alors, c'est pas c'est pas en échangeant tes joueurs vedettes que tu as acquis
en perdant volontairement pendant des saisons, en connaissant de la misère, c'est difficile d'acquérir des joueurs comme ceux-là. Puis, écoute, mets-les sur le marché, les 3 en même temps. Il y a beaucoup de directeurs généraux ou les 4 en même temps qui aimeraient ça les avoir dans leur équipe. Alors, il y a philosophiquement, il y a un changement à faire. Moi, je pense que c'est un échec organisationnel, c'est ça que tu dis. C'est un échec organisationnel, puis je ne sais pas s'ils se sont empêchés, les Maple Leafs, de changer d'entraîneur parce qu'à un moment donné, ils avaient Mike Babcock qui était déjà sur la liste de paie, puis qui coûtait très, très cher, puis qu'il y a quelqu'un dans la haute direction de Maple Leaf Sport Entertainment qui a dit « Hey, là, on ne commencera pas à payer 11 ou 12 millions pour des entraîneurs qui sont pas là. » Puis Sheldon Keefe était très proche de Kyle Dubas. Brad Treliving est arrivé l'année dernière dans le fauteuil du directeur général, puis là, il connaissait pas trop l'équipe de l'intérieur. Tu as besoin des fois de faire un bout de chemin avec l'entraîneur qui est en place pour dire, là, ça me prend un ancrage avec le passé pour pouvoir connaître les rouages de l'équipe et tout ça. Mais on regarde à Edmonton le changement qui s'est opéré. Jay Woodcroft a essayé de faire le changement de structure défensive en début d'année. Incapable, son équipe était en déroute totale. L'entraîneur suivant est arrivé, puis pouf, ça a cliqué. Cette équipe-là a changé son ADN. Le talent offensif est resté très productif, mais la conscience collective du groupe a changé. C'est devenu une équipe très compétitive. Moi, je pense que ça passe par un changement d'entraîneur et quelqu'un qui est vraiment excellent défensivement pour structurer cette équipe-là. Et il faut que ça commence au match numéro 1. Et que ça se perpétue pas pendant une saison, parce que les Maple Leafs l'ont fait, là, sous Sheldon Keefe, 2 fois, ils ont été parmi les 10 meilleures équipes en saison régulière en défense dans la Ligue. Ouais. Puis la saison d'après, c'est complètement démoli. Ça s'explique comment, ça? Et tu l'as dit, et c'est vrai, on l'a vu dans cette même première ronde. Pourquoi ils n'ont pas commencé comme ça? Mais en même temps... Ils ont été meilleurs quand ils étaient privés de leurs meilleurs attaquants. Ils ont été solides défensivement dans cette série-là. Oui, oui. Puis la position de gardien. Ouais, exact. Samsonov, il a coûté des matchs dans les 4 premiers matchs. Là, il y a des mauvais buts accordés ici et là. Ça aussi, quand tu n'as jamais. Je ne sais pas comment. Qu'est-ce que je pourrais faire comme analogie, mais lors des élections, par exemple, les partis qui ont eu longtemps le pouvoir, sont habitués d'avoir le pouvoir, sont capables, des fois, dans une campagne électorale, de faire changer le vent de faire changer le vent en parlant de campagne pour aller rechercher le pouvoir. Puis les partis qui ne l'ont jamais eu, à un moment donné, deviennent défensifs parce qu'ils ne savent pas trop comment, puis ils souhaitent que ça aille bien. Mais le Canadien a gagné combien de Coupes Stanley dans sa riche histoire en plaçant un jeune gardien qui n'avait pas d'expérience, mais en qui on décidé, c'est le cheval sur lequel on va miser. Ken Dryden, Patrick Roy, Steve Penny a fait un long parcours, il sortait de nulle part. Ça fait partie de la culture organisationnelle. Moi, il me semble, à l'œil nu, que Joseph Woll était plus solide que Samsonov. Joseph Woll a été blessé pour le dernier match, mais il manque quelque chose dans la culture de cette équipe-là. Je donne cet exemple-là de l'utilisation des gardiens pour ajouter à ce que je disais sur la culture défensive, mais c'est pas vrai que... Il n'y a personne qui va me faire croire que Mitch Marner, le 8e meilleur attaquant de la Ligue, est responsable. C'est lui le problème des Maple Leafs de Toronto. En tout cas, il y a un gars à Toronto, il a fait une couverture de journal avec ça. The Invisible Leaf. Avec pas de visage. Mais Marner, en séries éliminatoires, n'a pas son impact en saison. T'sais, ça, c'est indéniable. Là. On peut... Puis, il y a quelque chose d'un peu de la folie là, dans l'idée là, de toujours revenir puis s'entêter. On parle souvent des Caps. Les Caps avaient quand même franchi 6 fois le premier tour. Là. Ils s'étaient rendus 6 fois au deuxième tour, avaient perdu souvent des séries contre les Pingouins au sommet de leur art en 7 matchs contre Crosby. T'sais, oui, ils n'avaient pas atteint une finale de Coupe Stanley avant, mais on les sentait quand même plus proches. Le discours n'était pas le même exactement là, autour des Caps. On disait c'est une équipe qui n'arrive pas à gagner, mais il y avait quand même des parcours éliminatoires. Il y avait une certaine expérience de laquelle ils pouvaient se revendiquer puis sur laquelle s'appuyer. Les Leafs sont parmi les pires équipes à travers la Ligue nationale pour le nombre de séries gagnées.
depuis 2014-2015. Ouais. Et pourtant, c'est une des meilleures en saison. C'est une des meilleures équipes en saison. Mais il y a 3 équipes qui ont gagné aucune série pendant cette période-là. Puis il y en a 6 qui en ont gagné une et les Leafs font partie de ça. Pendant ce temps-là, le Canadien en a gagné 5. Oui. Alors que sur l'ensemble de l'œuvre, on parle pas d'une équipe aussi dominante. Ils ont fait les séries, genre 2 fois, ou je sais pas... Ben, depuis 2014-2015, quelques fois, là, 2015-2017. Vraiment moins souvent. Vraiment moins souvent, puis toujours ou presque en position de négliger, là. Sauf au début de cette séquence-là, mais quand même. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Puis ça peut passer par l'entraîneur, puis la structure défensive, puis une autre façon de jouer. De ce que je comprends de ton prêche, clairement, Shanahan fait plus, a échoué. Ben, écoute, et doit partir. Lui est responsable de la supervision. Responsable du fait que ça marche pas. De la supervision de tout ça. C'est ça. Et année après année, ton équipe arrive en séries éliminatoires, puis elle n'est pas capable de se distinguer. Puis c'est ça, dans les autres facteurs externes aussi dont on ne tient pas compte, là, depuis 2017, regardez combien d'équipes de la même division que les Maple Leafs ont participé à la finale de la Coupe Stanley. Là. C'est pas la même chose de partir de... Les Bruins et le Lightning. Ouais. C'est pas les Panthers. Ouais. C'est pas la même chose de partir de la division Est, de la division Atlantique au premier tour éliminatoire que de partir de la division Pacifique, mettons. Fait que ça aussi, là, tu sais, eux, pour arriver dans le carré d'as, au cours des dernières années, fallait que ton casque soit attaché avec de la broche aussi. Mais quand même, c'est un constat d'échec répété, puis à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, là. Le plan, la philosophie, la structure, ça, c'est l'entraîneur, le DG, puis le président, là, on s'entend. Là. Donc, il va y avoir des changements. Je peux pas croire l'inverse. Ce qui m'inquiète dans le cas de Mitch Marner, c'est que c'est un gars qui est affecté, là, clairement, par tout ce qui se passe, tout ce qui se dit à son sujet. Puis des fois, tu peux atteindre un genre de point de non-retour un peu, là, où les critiques ont été tellement fortes, où toi, t'as de la difficulté. T'as pris ça, t'as de la difficulté à vivre avec ça. T'es peut-être tanné. Ça se peut que tu arrives chez vous et tu dis aïe, j'ai plus le goût, là. J'ai plus le goût de vivre ça. Ça fait 8 ans. Puis je suis souvent le mouton noir, puis pas le mouton noir, mais le souffre-douleur. Puis tu sais, on me tape dessus, puis clairement, lui, il prend ça à cœur, puis c'est un gars de la place, puis ça a l'air d'être difficile, là. Puis son langage corporel est pas bon et tout. Fait que des fois, je pense que ça se peut qu'à travers des échecs répétés comme ceux-là, une relation peut se briser et puis ça mène généralement à une fin. Séparation. C'est une séparation, à une fin. C'est pour ça que je parle de l'ambiance, parce que on a beau parler des Capitals, les Oilers vivaient peut-être ça, mais c'est parce que c'est un drame national à chaque année aussi. Oui. Puis c'est la risée de la Ligue. C'est le plus grand marché médiatique de la Ligue nationale. Là, ils n'ont jamais vu quelque chose qui ressemble à ça. Il y avait des comparaisons avec Détroit aussi, les Red Wings de Steve Yzerman, qui est arrivé en 1984. Puis ça a pris 13 ans avant qu'ils gagnent, en 97. Mais je regardais leur parcours éliminatoire. Puis il y avait quand même 2 demi-finales sous Jacques Demers dans les années 80. Ils avaient participé à une finale de la Coupe Stanley aussi 2 années avant de gagner pour la première fois. Donc ça a été très, très long, mais il y avait quand même plusieurs signes, tandis que là, les Leafs, pas vraiment de signe qu'on est sur le point. On est passé proche. On est passé proche. Cette année, c'était quand même moins encourageant que l'année dernière, là. Alors, on n'a pas l'impression que ça progresse ou qu'il croit un peu plus ou qu'il manque pas grand-chose. Moi, j'ai même eu un peu l'impression que ça a régressé par rapport peut-être à l'année dernière où ils avaient une équipe plus forte, à mon sens. Brad Treliving n'a pas été chercher un groupe de soutien. Ryan Reeves, c'est incroyable. Il a 3 ans en plus. Là. Qui a disputé autant de matchs que ça dans cette série-là. Il y a un match où les Maple Leafs tiraient de l'arrière 3-1, si ma mémoire est bonne, dans les 4 premières rencontres. Là. Il restait 3 minutes à jouer, puis Ryan Reeves était sur la patinoire encore. Là. Écoute, il y a... C'est à se gratter. Non, c'est ça. Le coco. Mais la première étape dans la Ligue nationale, c'est de participer aux séries éliminatoires. Il y a la moitié des équipes qui ne réussissent pas à faire ça puis qui déploient
tous azimuts, tous les efforts possibles pour le faire. Oui, il y en a qui font exprès pour pas y aller. Mais les Maple Leafs font ça avec une main dans le dos. Là. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder ce qu'on fait de bien et de mieux exécuter? Puis un entraîneur dans une organisation, c'est un personnage central. Puis quand la structure de l'équipe fait en sorte que tu n'es pas capable de jouer le style de jeu qu'il faut au moment le plus important de la saison, puis que le gars a eu 5 ans pour le faire. Oui. Bon, mais tu sais... Je l'ai enchaîné, là. Non, mais c'est parce que on n'a pas fini. Non, mais si tu veux aller... Il manque du talent élite en défense, on le sait. Il n'y a pas de gardien. Tout ça, si tu veux en chercher, peut-être que tu es obligé d'en échanger un. C'est peut-être ça la solution là, pour... revamper, là, essayer de ne pas perdre l'échange. Il y a des bons défenseurs. C'est sûr que ça peut changer, mais cette année, il y a des noms intéressants parmi les joueurs autonomes. C'est sûr que ça peut changer d'ici. Oui, en défense. Plus que, enfin, pas plus, mais il y a des options intéressantes. Bon. On aura l'occasion d'y revenir quand on se rapprochera de l'ouverture du marché. Non, parce que j'allais dire un peu. Personne n'a été impressionné de la nomination de Brad Treliving. Puis est-ce que lui va faire un peu la même chose, c'est-à-dire recycler un entraîneur qui n'a pas eu tant de succès, un peu comme ce que les sénateurs s'enligneraient pour faire? Je suis pas impressionné, disons, par cette idée-là. Là, c'est pas confirmé, mais ça semble se dessiner. Puis, tu sais, c'est ça, Treliving aussi, c'est un peu un gars qui a pas tant eu de succès là d'où il vient, puis à qui on a confié l'équipe. Est-ce qu'il va faire la même? Treliving, ça n'a pas bien été à Calgary. Là. Non, ça n'a surtout pas bien fini, là. Mais à sa décharge, il y avait vraiment un fusil sur la table. Exact. Oui, il y a une situation particulière. Quand il a dû faire l'échange de Matthew Tkachuk, puis pour vrai, à l'époque... je sais pas si on applaudissait, mais on disait « Wow, il a réussi à s'en tirer. » C'était le meilleur été. C'est lui qui avait eu le meilleur été. Ben, il a réussi à s'en tirer dans un contexte pas facile, puis finalement... Bon, ça n'a pas marché pantoute, mais... Fait que j'étais pas clair, là, mais ça va être qui le prochain entraîneur des Leafs? Puis est-ce que ça va être Travis Green ou... Ça sera pas Travis Green. Puis Travis Green à Ottawa? Ben, ça risque d'être lui, là, de ce qu'on comprend, mais je suis pas dans le secret des dieux là-dessus, malheureusement. Non, je comprends, mais... Je sais pas ça va être qui à Toronto, mais il faut pas qu'il ratent leur coup. Puis s'ils changent les têtes pensantes de l'organisation, qui va s'amener là, je sais pas, mais... il va falloir qu'ils prennent bien le temps d'examiner ses affaires, puis il n'y aura pas le droit à l'erreur, là, parce que c'est vraiment... ça va être une phase critique pour les Maple Leafs, à savoir est-ce qu'ils vont être capables de continuer à progresser puis d'aller chercher ce qui leur manque enfin, ou éventuellement amorcer un déclin sans avoir connu le succès espéré. On arrive un peu à cette croisée des chemins-là. Est-ce que ce sera Mark Hunter qui va présider leur destinée? On ne sait pas. Apparemment que son nom circule beaucoup dans les cercles de la Ligue nationale en ce moment. Ah ouais? Est-ce que c'est pour diriger les Leafs? Il y a plusieurs postes là, un peu partout là, qui pourraient être intéressants, mais je sais pas. OK. Mais ça va être bien. Ouais. Ça va être le fun. Hey, diriger, être entraîneur dans la Ligue nationale, c'est une chose. Être entraîneur à Toronto, c'est autre chose. Ouais. Ça prend quelqu'un de solide. Ça prend quelqu'un qui a du métier, qui n'aura pas l'air d'un chevreuil sur l'autoroute quand ça va se mettre à chauffer, parce qu'il y a énormément de pression là-bas, de pression médiatique. Mais ça prend donc quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est capable de structurer défensivement son équipe et qui l'a démontré dans le passé. Idéalement, quelqu'un qui a eu du succès, qui a eu des longs parcours. La connaissance des gros marchés. Alors, Claude Julien. Il n'y a pas énormément. C'est bon, ça? Claude Julien, oui. Écoute, je regardais tantôt. Non, mais c'est parce qu'il cochait toutes les cases. Oui. Pourquoi pas? Mais c'est ça, quand tu fais une liste des exigences du poste et que tu essaies de coller des noms à ça, il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas 22. Il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'aime bien Dean Evason, que tu regardes jouer ses équipes puis tu vois qu'il y a une intention derrière ça, tu vois qu'il y a un système de jeu, tu vois qu'il y a des exigences en termes d'efforts et tout ça, mais ces équipes en série n'ont pas performé dans le passé, mais il y a des toughs aussi comme Craig Berube qui est sur le marché. Oui. Tough guy. Mais... Ouais. Il va y avoir des options. Là. Enfin, on s'ennuiera pas. Bon, on emballe l'épisode parce que le temps file, mais j'aurais proposé une UTT de son manque d'expérience. Joël Kenville. Oui, mais est-ce qu'il peut? Ben, si l'autre pouvait... L'autre.
l'autre. Apparemment que Babcock a appelé Montgomery. Avez-vous vu ça passer? J'ai trouvé ça bizarre. Montgomery était assez content, je pense, de pouvoir tourner le fer dans le plaid des partisans torontois en disant que Babcock l'avait appelé avant le 7e match pour lui donner des trucs, là. Des trucs comme comment déverrouiller le téléphone, comment accéder aux photos. C'est partie de la nature des trucs. Pendant la période d'échauffement, va dans le vestiaire, prends le téléphone d'un tel. Le projette ça sur l'écran géant de l'amphithéâtre. Demande à, comment ça s'appelle, Laurie, selon lui, qui travaille le moins dans l'équipe. Non, j'aurais proposé pour le poste à Toronto Gardiner McDougall, mais il n'y a pas beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale. Il ne coche pas cette... Il y a beaucoup d'expérience de vie. Il n'y a pas beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Écoute, moi, je trouve que c'est une histoire incroyable. Gardiner McDougall, c'était l'entraîneur en chef de l'Université du Nouveau-Brunswick cette année. Son équipe, et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le niveau universitaire... Là, les Aigles Bleus. Non, pas avec les Aigles Bleus. Non, il n'était pas avec Moncton. Moncton, il était avec le Nouveau-Brunswick. Okay. UNB. Et c'est le plus haut niveau de hockey amateur au Canada. Là. C'est très, très fort. Vous allez voir un match de hockey universitaire, un match de hockey junior majeur, puis il n'y a pas photo entre les deux. Là. C'est vraiment... Ouais. Jean Perron était issu du programme du Nouveau-Brunswick. Ouais, et donc, Université du Nouveau-Brunswick, cette saison, 43 victoires, aucune défaite. L'Université du Nouveau-Brunswick est arrivée au championnat canadien, signé 3 blanchissages consécutifs. Donc, c'était pas une équipe qui arrivait de l'Atlantique où c'était peut-être moins fort. Et, non. Premièrement, la conférence dans l'Atlantique est forte, mais ils ont dominé là, au championnat canadien. Et M. McDougall, donc, a terminé sa saison parfaite, ce qui est un fait d'armes incroyable. Moi, je ne pensais pas qu'à ce niveau de hockey-là, c'était possible de faire une saison parfaite avec autant de matchs disputés. Un gardien qui joue bien un soir donné peut te battre au hockey ou à une rondelle déviée. Ah ouais, c'est ça. Il faut que tu sois vraiment dominant pour faire ça. M. McDougall a été appelé par Hockey Canada, sollicité pour diriger l'équipe U18 au championnat mondial qui était disputé en Finlande. Et c'est pas un tournoi où le Canada a l'habitude de briller de façon particulière, là. Dans les 9 ou 10 dernières années, le Canada avait remporté une médaille d'or à ce championnat-là. Et M. McDougall a donc accepté le défi et le Canada a remporté la médaille d'or, une fiche parfaite de 7 victoires, aucune défaite à ce championnat mondial. Donc, ça fait 50 victoires, aucune défaite cette année à Gardiner McDougall. C'est vraiment incroyable. Et ce gars-là est extrêmement respecté dans son coin de pays. Il a 65 ans, M. McDougall. Oui, c'est ça. Et écoute, tu lui parles, c'est un monsieur qui a beaucoup de bonhomie, vraiment sympathique. Il y a 2 ans, la Coupe Memorial était disputée à Saint John. C'était Saint John qui était la ville hôtesse. Et les Sea Dogs s'étaient fait éliminer au premier tour éliminatoire. Les dirigeants des Sea Dogs ont congédié leur entraîneur, ont appelé... Ça, avant la Coupe Memorial. Donc, ils perdent leur championnat de la Ligue. Ils perdent au premier tour éliminatoire. Là. Donc, déception massive parce que habituellement, quand tu es l'équipe hôtesse, tu prends le temps dans les saisons précédentes de te bâtir une équipe gagnante. Et là, ils ont appelé Gardiner McDougall. Ils ont dit, on congédie notre entraîneur. On veut que ce soit toi qui dirige au tournoi de la Coupe Memorial. Alors, il est arrivé avec une équipe qu'il ne connaissait pas. Il y a eu quelques semaines pour tenir des séances d'entraînement pour les préparer. Et il est arrivé, il a gagné la Coupe Memorial avec cette équipe-là. Alors, c'est vraiment un gars qui gagne... de façon constante. L'année dernière, son équipe avait eu une séquence, ou l'année précédente, de 27 victoires consécutives aussi. Donc, c'est un gars qui est habitué au succès. Et écoute, je me demande, les gars qui ont joué pour lui, les entraîneurs adverses me disent, c'est pas vraiment un spécialiste des O et des X. C'est pas un technicien, un fou. Un stratège. Des stratégies au tableau. Il s'entoure de bons adjoints, mais lui, il place le cadre... la culture de l'équipe, les relations avec les joueurs, l'effort, la culture d'effort et tout ça, c'est peut-être une espèce de Ted Lasso. Il se fait mais c'est intéressant. Mais qui connaît, d'un point de vue philosophique, je parle là. Et, ils ont chacun une moustache. Oui. et visiblement, écoute, ça fonctionne. Et quand je lui ai parlé avant le tournoi, à M. McDougall, je lui ai dit là... Vous n'avez pas grand-chose à prouver au niveau universitaire. Là. Ça fait 20 quelques années que vous êtes là, vous gagnez tout le temps. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez faire? Ouais. Puis il a dit, si une équipe de la Ligue nationale m'appelait, j'écouterais. J'irais pas ça. Ouais. Fait que je ne sais pas comme adjoint si
c'est la place d'un gars qui est habitué de chapeauter le programme au complet et de déléguer de choisir de très bons adjoints et de déléguer. Mais si Gardiner McDougall n'est pas l'entraîneur de l'année au Canada avec une fiche de 50 victoires, aucune défaite, un championnat mondial, un championnat canadien universitaire. Mais là, écoute, on est vraiment dans la rumeur, là, mais il me semble que j'ai vu passer une spéculation comme quoi Saint John, ça pourrait il pourrait y retourner puis peut-être justement passer du programme universitaire du Nouveau-Brunswick aux Sea Dogs. Mais enfin, c'est à surveiller. Mais c'est vraiment, en tout cas, une histoire... La Ligue nationale n'a pas l'habitude d'aller piger dans le système universitaire canadien. Oui, mais écoute, on a eu chez le Canadien Clément Jaudoin qui venait de là, qui venait du niveau universitaire. Il n'y avait pas... Tu parlais de Jean Perron. Mais il y avait Jean Perron. Jean Perron. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs entraîneurs de UNB dans l'histoire qui ont gradué dans la Ligue nationale. Mais puisqu'on parle de ça, je voulais juste vous dire, j'ai regardé ce tournoi-là... la semaine dernière, puis j'ai été estomaqué par le niveau de talent qui s'en vient, les jeunes talents qui s'en viennent dans la Ligue nationale, qui vont cogner à la porte bientôt. Gavin McKenna, le jeune Canadien qui a inscrit 10 buts, 10 passes dans le tournoi, a battu le record pour un attaquant canadien dans cette compétition-là. Il y a 16 ans. Il a transporté le Canada sur ses épaules. La prochaine loterie, on va en parler toute l'année prochaine, Martin. Il est éligible en 2026. C'est 26. Parce que c'est un tard. Oui, j'ai assez hâte de savoir qui le Canadien va échanger en mars pour aller chercher un autre premier choix en 2025. Il est du 20 décembre. Alors, c'est ma date d'anniversaire, le 20 décembre. Bonne fête, Martin. Et donc, c'est ça. Écoute, je regardais jouer ce gars-là, puis je disais, wow, il est éligible au repêchage. Dans 3 repêchages, c'était le niveau de talent incroyable. Carter George, le gardien canadien, est vraiment excellent. Et du côté américain, le frère de Lane Hudson, Cole. Copie conforme. Là, c'est le même moule, le même style de joueur, le même instinct offensif. Et il y a dans le programme américain cette année Cole Iserman qui a atteint les 127 buts en ces 2 saisons avec le programme de développement américain. Il a battu le record de Cole Caulfield de 126 buts. Il est classé 12e par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Et James Higgins, 5e meilleur marqueur de l'histoire du programme aussi, 187 points. Il a battu le record de Nikita Kucherov au mondial U18, 9 buts, 22 points. Et lui aussi, il va être éligible en 2025, donc l'année prochaine. Mais écoute, je regardais le niveau de jeu. Puis on dirait que c'est comme un puits sans fond. Là, il y a du talent. Il y a toujours du talent qui est exceptionnel qui sort. Alors, ça va être... Je le dis, c'est toujours ça. Oui, bien écoute, c'est rare qu'un joueur de 16 ans me tient au bout de mon fauteuil un week-end à la maison quand j'ai d'autres choses à faire, là, mais Gavin McKenna, un petit gars qui vient du Yukon. Ah ben oui, Pépinière. Pépinière d'or. Dylan Cousins. Bon. Ben là. Ah oui. Scott Gomez. Non. L'Alaska. Jeremy Swayman. C'est la même. L'Alaska. Ah oui, lui aussi. C'est un Alaskien. Voilà. Mais Cole Iserman a beaucoup glissé sur les fiches de recruteurs. Le neveu de Steve. Oui. C'est son fils. Ça s'écrit pas pareil, mais c'est son fils. Pareil. Non, c'est pas vrai. Mais au début, il était pressenti pour être presque en compétition avec... Macklin Celebrini. Et là, on n'en est vraiment plus là. On s'inquiète des à-côté, non pas des à-côté, pas hors glace, mais de son jeu défensif, de son engagement. Alors, voilà. Marquer des buts, ça reste important. Mais c'est ça qui est ça. C'est la loterie. Alors, bonne chance à tous les perdants. C'est Noël pour tous les partisans qui aiment ça. Non, mais j'ai hâte. Je suis excité. T'es excité, oui? J'ai hâte de voir ça. Okay. Ouais, je sais pas. Ça marche. C'est une loterie. Ça marche. Qu'est-ce qui marche? Ben, le ça show? donne... Oui, ça fait un bon... Ça fait pas un très bon show de TV. Non, j'avoue, là, mais je vous ai l'idée. C'est une bonne idée.
On parlera de Travis Green quand ça sera officiel. On n'a pas parlé non plus de Rick Bowness. Ben, j'allais... Non, mais c'est parce que là, on a... Et on n'a pas parlé de Benoît Gros. Mais on en reparle prochain épisode. Mais je veux juste dire... Levons notre chapeau à Rick, au moins, pour une grande carrière. Il est le deuxième entraîneur... Je comprends là, que, bon, il a donné, là, mais il est le deuxième entraîneur des Jets de l'histoire très, très récente à quitter. Oui, mais ça, c'est autre chose, Bowness. Non, je sais bien, mais n'empêche, tu sais. C'est rare qu'on voit des entraîneurs dire « OK, on voit, ouais. » Et lui, on est avec Paul Morris il y a quoi, quelques années maintenant, 3-4 ans. Il est le deuxième. Mais Bowness a eu d'un point de vue familial, ça a été une année difficile. Il a un certain âge. C'est le gars qui a passé le plus de temps derrière un banc de la Ligue nationale dans l'histoire de l'humanité, de l'univers. Ça se peut que ça ait tente de faire autre chose. Ouais. Il a le droit, là. Mais c'est impressionnant. Ouais. J'aimerais ça pouvoir passer une fin de semaine... avec Rick. Avec Rick, dans une chaloupe, et me faire raconter des histoires. Écoute. Quand tu as passé 2726 matchs derrière le banc de ça va te prendre un autre sujet, là. Est-ce que tu vas avoir besoin d'un autre sujet bientôt, j'imagine, pour un bon livre? Oui. Tu parles anglais? Ben oui. Tu peux commencer par une chronique, là. Non, mais... Non, mais ça ferait un livre. C'est sûr que ça fait un bon livre. Je suis sûr que ça ferait un livre incroyable. D'ailleurs, c'est dommage. Il n'y a pas beaucoup de livres d'anciens coachs puis d'anciens DG tant que ça. La plupart demeurent discrets. C'est pas tous des Brian Burke, mais il y aurait des méchantes bonnes histoires à raconter. Alors voilà, c'est lancé dans l'univers. OK, Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Bonne loterie! Merci beaucoup. Je sais que tu vas regarder ça là, sur le bout de ton siège. Je te téléphone dès que... On s'appelle... on se texte tout le long. On se fait un FaceTime de groupe. On se texte tout le long. Puis on fait un ouais. Puis OK, on fait ça. Ouais. Merci, Martin. C'est un privilège. D'accord. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. C'est ça, du Canadien ce soir. Ouais, parce que Kent Hughes, c'est rendez-vous avec Kent. C'est Marc-Antoine qui s'occupe de ça ce soir. En tout cas, un des membres de l'équipe de couverture du Canadien. Là, on réactive la fonction. Est-ce qu'il est encore vivant, Marc-Antoine? Il disait que c'est des hauts et des bas. Ah, okay. Ouais. Bon. C'est bon, ça s'améliore donc, parce qu'avant, c'était plus des bas. Ouais. Il disait que hier, il me disait que quand ça s'améliore, le lendemain, il me ramène à la réalité. Donc, il n'est pas sorti de l'auberge encore. Godin qui joue blessé depuis le début des séries. Il a toute notre admiration. Merci, Alex. Ça fait plaisir, mon vieux. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine et bonne chance. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.